J'ai appris qu'il y a une mode sur YouTube qui consiste à faire des vidéos pas très bien cadrées, pas très bien écrites, voire pas écrites du tout, pas très bien montées, qui s'appellent des vlogs en fait, hein. C'est blog, sauf qu'il y a le V pour vidéo. Et en fait, ces vlogs généralement sont des gens qui racontent leur vie aussi palpitante qu'un lundi après-midi pour Jean-Michel, agent comptable à la caisse d'allocation familiale. Et je me suis dit que par rapport à ce que j'ai à vous dire, c'est un super format, une super idée. Donc, on va parler de 3 bouquins que j'ai lus en 2015, et je pense que je ferai ce genre de vlog à plusieurs reprises, comme ça, là, entre 2 grosses vidéos bien montées, bien chiantes avec Franck. Là, je ferai des vidéos un peu plus détendues, carrément pas écrites, et complètement inintéressantes. Pour vous épargner la souffrance de vous taper en fait toute la vidéo alors qu'il n'y a qu'un seul truc qui vous intéresse, je pense que je vais mettre un menu en bas là, comme ça, voilà, vous pourrez cliquer sur les bouquins qui vous intéressent, et puis vous pourrez passer cette intro relativement chiante. Ah bah merde, vous êtes tapé l'intro relativement chiante parce que vous le saviez pas avant. Bon, c'est pas très grave. Oui, donc juste pour terminer, avant d'attaquer les bouquins sur ma vie, mon œuvre qui vous intéresse beaucoup, la vidéo suivante va bientôt arriver, genre demain. Elle s'appellera La quête d'Ewidan, en tout cas elle va parler du bouquin La quête d'Ewidan, j'ai pas encore d'idée de titre pour cette émission en particulier, mais par contre pour l'émission générale, on a trouvé un titre grâce à mon ami Ancest, Lire ou ne pas lire. Moi je trouve ça bien, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça cool. Donc voilà, on va attaquer avec les 3 bouquins. Alors, ça sera 3 bouquins de SF, pas parce que j'ai lu que de la SF durant 2015, mais parce que j'ai envie de faire un petit thème, quoi. Voilà. Sachant qu'en plus, en fait, j'ai pas lu énormément de bouquins de SF durant 2015, j'étais plus dans un trip string en cuir que vaisseaux spatiaux, pour tout vous dire. Je me suis tapé l'intégrale du Sorceleur. Génial, super, très très bien. Je me suis retapé le Silmarillion par curiosité, franchement j'y arrive pas. Donc voilà, j'ai lu quelques bouquins de SF, mais là je vais vous parler de 3 que j'ai sélectionnés. Donc on va attaquer avec Prélude à Fondation et Aube de Fondation, qui sont en fait les préquels du cycle de Fondation d'Isaac Asimov. Ensuite, on va attaquer avec Hyperion de Dan Simmons. Alors, j'ai pas lu encore La Chute d'Hyperion, donc pas de spoil dans les commentaires. Juste, on va parler donc des deux parties en fait qui font le premier tome des Cantos d'Hyperion, Hyperion, voilà, de Dan Simmons. Et ensuite, on va terminer avec Axiomatique de Greg Egan. Petit flashback, on se retrouve en 2015 et sous la couette, je termine les 2 tomes qui font le préquel de Fondation, du cycle de Fondation d'Isaac Asimov, qui se nomme respectivement Prélude à Fondation, qui est sorti en 1988, et Aube de Fondation, qui est sorti en 1993. Donc relativement tardivement par rapport au cycle de Fondation. Alors, c'est l'histoire de Hari Seldon, le personnage principal qu'on va suivre, et de sa psychohistoire. Hari Seldon, qui est une légende quand on attaque donc le cycle de Fondation, et là on va suivre un peu son existence. La première partie va être sur 2 points, donc la réflexion de la psychohistoire de Hari Seldon étant un mathématicien qui met au point une sorte de matière, enfin en tout cas une hypothèse de matière / théorème / machine, qu'on appelle la psychohistoire, qui lui permettrait de prévoir les probabilités à l'échelle de la galaxie, quoi. Donc en fait de prévoir les possibilités de l'humanité en termes de conflits, en termes de population, etc. Et donc forcément une invention telle qu'elle, si elle est menée à terme et qu'elle fonctionne correctement, pourrait attirer des intérêts voilà, divergents, quoi. Notamment celui de l'Empire ou celui d'autres groupes. Etc. Donc là, on commence avec ce pauvre Hari Seldon, mathématicien, qui a parlé de la psychohistoire comme ça, il n'est pas vraiment sûr que ça peut marcher, et il se retrouve chez l'empereur, et l'empereur lui dit « ça m'intéresse bien, mais bon, il faudra peut-être qu'on retape un peu la psychohistoire pour la faire mentir, pour que l'Empire, ça soit quand même un peu avantagé dans l'histoire, quoi. » Et donc on va suivre la fuite de Hari Seldon qui va essayer de se cacher de l'Empire parce qu'il craint quand même que la psychohistoire ne tombe entre de mauvaises mains. Et on va donc voilà, suivre ses péripéties dans le premier tome avec donc d'autres personnages, notamment... Comment ça s'appelle celle-ci ? On va suivre ces personnages qui se cachent donc, de l'Empire dans plusieurs zones, donc plusieurs sociétés, plusieurs lieux, tous très intéressants. Et après... on finit donc ces pérégrinations avec un twist super bien amené, très intéressant. En bref, ce bouquin, en sentiment, je l'ai trouvé excellent. J'ai réellement eu envie donc donc déjà la caractérisation d'Ari Seldon est excellente, et j'ai eu envie de lire le suivant, ce qui est généralement bon signe quand on attaque un bouquin. Si on a envie de lire le suivant, ça veut dire que le premier nous a plu.
Dans le suivant, ça se gâte un peu. Aube de Fondation adopte un format plus chronique, c'est-à-dire que voilà, la chronologie, donc Harry Seldon, on le suit dans le premier tome, il a 32 ballets, et puis l'action se déroule, la diégèse se déroule à peu près sur 2 ans, 3 ans, alors que dans Aube de Fondation, le deuxième tome, on va suivre Harry Seldon de là où on l'a laissé dans le premier tome, jusqu'à sa mort. Donc, forcément, la narration sera un peu plus fragmentée sur le plan chronologique, et on va avoir donc des étapes, quoi, des moments marquants de sa vie. Cet aspect un peu chronique, déjà l'échelle en termes d'histoire, d'intrigue, etc., prend des proportions plus grandes que dans le premier tome, les Préludes de Fondation, et elle s'avère beaucoup moins pertinente, quoi. J'ai trouvé que ça marchait beaucoup moins bien, qu'on avait beaucoup plus de mal à suivre les nouveaux personnages. Les anciens, forcément, on a un peu d'empathie pour eux parce qu'on les a suivis dans le premier tome, et surtout, vu qu'on les suit jusqu'à leur mort, il va y avoir des moments voilà, tragiques. Mais voilà, en plus, je trouve que ce deuxième tome souffre de l'effet préquel. L'effet préquel, pour moi, est relativement simple. C'est le problème que rencontrent toutes les œuvres qui doivent faire le pont avec d'autres œuvres. Et là, l'auteur, il n'a pas toute marge de manœuvre, quoi. Il est obligé d'expliquer certains trucs qui ont été amenés dans le premier, dans l'autre tome, qui sont donc considérés pour acquis, et donc là, il est obligé de faire le pont, quoi. Et très souvent, on sent que, en termes de contraintes, ils sont obligés de retomber un peu sur leurs pattes, donc on tombe dans de l'explicatif, par exemple, dans Aube de Fondation, au niveau de la psychohistoire, etc. Il y a des moments qui sont rushés, et puis on tombe après dans l'explicatif un peu lourdingue, pour pouvoir retrouver le setting du début du cycle de Fondation, ce qui fait que ça marche beaucoup moins bien. Attention, ça marche quand même bien, enfin j'ai beaucoup apprécié la lecture, voilà, notamment par le style d'Asimov qui est relativement fluide, très très abordable, hein. Ce bouquin a très très peu vieilli, d'un autre côté c'est l'un des plus récents. Mais j'ai relu Fondation après, histoire de boucler un peu le truc, et ça n'a pas vieilli du tout. C'est vraiment très très chouette, hein. Super cycle que celui de Fondation. On retient souvent Asimov pour sa robotique, mais le cycle de Fondation est exceptionnel aussi en termes de SF. Donc un bon gros plus pour Prélude à Fondation qui déchire, qui est un bon roman d'action, et un moins plus pour Aube de Fondation. Concernant Hyperion de Dan Simmons, j'ai des souvenirs beaucoup plus frais, puisque je l'ai terminé hier soir. Alors, Hyperion, c'est l'histoire de 7 pèlerins qui ont été sélectionnés par une église étrange, un culte qu'on appelle l'église Gritchek, pour mener un pèlerinage sur une planète nommée Hyperion, en proie à un conflit intergalactique entre les Extros et l'hégémonie. Et ces 7 pèlerins donc, vont devoir rencontrer le Gritch, qui est une sorte de divinité slash monstre très très ambigu, très particulier. On ne sait pas encore là, à la fin du bouquin enfin pas de quel côté il est, mais quels sont réellement ses objectifs en termes d'intrigue. Et surtout, il a un look un peu particulier, avec plus de pointes et de piques qu'une nation de punk à chiens, quoi. En ce qui concerne l'œuvre, donc on est vraiment dans de la SF style space opéra, très très fouillé, très renseigné, et surtout on va avoir des récits enchâssés, c'est-à-dire que les 7 pèlerins, durant leur pèlerinage, vont se poser et vont raconter leur histoire, ce qui les a emmenés à effectuer ce pèlerinage, quand bien même ils auront apparemment été sélectionnés, un peu tirés au sort, pif-pouf, mais en fait on se rend compte qu'ils ont tous un intérêt particulier à se trouver sur cette planète et à effectuer ce pèlerinage avec cette église un peu curieuse, un peu gothique et compagnie. En termes de sentiments, on va dire que ces récits enchâssés occupent 75% du bouquin, donc c'est quand même quelque chose, et ils sont très très hétérogènes. On a 7 histoires complètement différentes, 7 nouvelles, qui en effet vont rejoindre l'intrigue principale, mais sont quand même quasi des stand-alone, quoi, pour être lues et pourraient trouver un certain intérêt toutes seules. Et elles sont très très différentes les unes des autres. Il y en a certaines qui marchent du feu de Dieu, vraiment on est pris, et il y a toujours cette sensation un peu glauque, un peu froide, qui est très très bien. C'est ce qui m'a fait accrocher Hyperion, c'est ce côté très froid, on est loin du space opéra manichéen, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus nuancé, et ça c'est très très bien.
En ce qui concerne donc voilà, les récits des pèlerins, il y a 2-3 récits qui fonctionnent super bien. Par exemple, le récit de la détective Braun Lamia, où on est un peu sur un style un peu cyberpunk, avec, avec des androïdes, etc. Une enquête en milieu urbain qui est cool. On a l'histoire du prêtre, la première histoire, qui a un petit côté un peu Lovecraftien, un peu glauque, on ne comprend pas ce qui anime cette communauté de gens sans expression, sans sentiment, sans émotion. Ça c'est un bon récit, j'ai trouvé très très bien. Et puis il y en a d'autres, notamment celui du consul sur la fin, qui est un récit où en 60 pages on nous expose beaucoup de personnages, enfin pas beaucoup de personnages, mais beaucoup d'informations, ça part un peu dans tous les sens, j'ai eu des difficultés à suivre, tout comme le récit de Saul Weintraub, qui est l'intellectuel du groupe, qui a une histoire très intéressante, mais dont la narration s'étend un peu, s'étire en longueur, et au bout d'un moment on a compris quoi, je voulais que ça avance. Et puis après, donc il y a l'histoire du poète qui est très intéressante aussi. Il y a toujours ce petit côté un peu, certains passages versifiés qui sont... Moi, je suis pas très fan de ça, en fait. Hein. Je suis pas très fan du côté un peu poétique qu'essayent d'avancer certains auteurs. Mais là, c'est justifié, vu que généralement, on est dans le point de vue interne au personnage du poète, Silenus, il me semble. Donc voilà. Le seul problème, c'est que ce tome, Cantos d'Hyperion, donc la première partie d'Hyperion, ne suffit pas, il n'y a pas de fin. On a les 7 récits, ils avancent vers les tombeaux du temps, qui est un peu l'endroit où le Gritch se trouve, et où on aura toutes les réponses à nos questions de pourquoi ce pèlerinage, qu'est-ce que ça peut entraîner, etc. Il y a quelques questions qui sont soulevées et qui obtiennent leur réponse, mais il y a beaucoup de questions qui restent non résolues, quoi. Donc ce qui signifie qu'on s'est avalé un peu plus de 500 pages, pour l'instant, sans qu'il n'y ait aucune conclusion d'apporter au récit. Toutefois, le voyage vaut le coup. Le voyage est plutôt intéressant et la plume de Dan Simmons est très efficace. Alors a tendance à tomber des fois dans quelques travers sociolectes, SF, utiliser des termes un peu grandiloquents pour des choses qui sont en fait relativement simples, mais c'est aussi pour ancrer en fait le lecteur dans une réalité, dans une vraisemblance dans le récit. Et surtout il y a des descriptions de paysages qui sont vraiment SF, donc dépaysantes, mais facilement évocatrices. Voilà, les descriptions sont aisément évocatrices et on s'imagine sans problème certains décors qui sont hyper impressionnants. On est pas loin d'une écriture cinématographique en termes d'écriture, quoi. Donc un bon plus pour Hyperion, mais j'attends. Parce que j'ai peur qu'en fait il fasse un peu monter la hype, la sauce, pour après une conclusion en demi-teinte, quoi. Notamment le Gritch, qui est une créature pour l'instant très fascinante, parce qu'on en sait peu. J'espère que ça va pas faire coup soufflé au fromage, quoi. Donc voilà, on verra. Tradition de longue date, dans toutes les présentations, les exposés et les superbes vlogs, on va garder le meilleur pour la fin, avec Axiomatique de Greg Egan, auteur australien. Axiomatique, contrairement aux 2 autres bouquins dont j'ai parlé, est un recueil de nouvelles, science-fiction, catalogué hard science, c'est-à-dire avec donc des technos et utilisation de la science dans leur intrigue qui sont techniquement probables, voire plausibles, voire vraisemblables. Donc on est loin du space opéra intergalactique d'Hyperion, ni des fondations d'Asimov. Gros chouchou, gros coup de cœur. Donc il a été conseillé par les Brigades du Livre dans l'une de leurs émissions, super émissions. Et en ce qui me concerne, j'ai attaqué le bouquin, la première nouvelle. Je me suis dit, oh là 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 là, jamais je pourrais. Hyper compliqué. On est sur donc la première nouvelle dont j'ai oublié le nom, et j'ai pas le bouquin, et j'ai pas préparé cette émission, mais apparemment c'est la tradition des vlogs de pas préparer l'émission. Donc bon. Donc j'ai attaqué ce bouquin, la première nouvelle traite d'une drogue qui permettrait de voir les multivers, enfin de voir les autres dimensions. Sauf qu'on nous attaque avec donc plein de trucs compliqués pour le pauvre ancien étudiant de lettres que je suis sur le plan mathématique, et j'étais complètement perdu, et je me suis dit mais si tout le bouquin est comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Poser le bouquin, et puis l'air d'autres trucs, hein. Résultat, j'ai quand même essayé de continuer. Et grand bien on a fait, parce que les autres nouvelles oscillent entre génialissime et ouvrent les yeux sur des trucs
plausible et angoissant au possible, à d'autres nouvelles qui sont très très bien et qui ont une narration nickel, quoi. Le format de la nouvelle convient très très bien à Greg Egan. J'ai pas lu grand chose d'autre de lui, mais il gère le format nouvelle sans aucun problème. Mention spéciale pour certaines nouvelles qui pourraient servir de pitch à une super série télé qui s'appelle Black Mirror. Et en fait, faut pas juger le bouquin sur sa couverture où on voit des sortes de vaisseaux avec une cité hyper futuriste, parce qu'on est quand même de la hard science assez proche de notre époque. Pour la plupart des nouvelles. Certaines sont un peu éloignées, mais d'autres sont assez proches. Donc on va évoquer des sujets tels que les IA, tels que les augmentations, tels que, par exemple, certaines drogues qui permettraient de reconsidérer des principes qu'on a. Imaginez, je sais pas moi, par exemple, une drogue qui vous permettrait, ou un implant qui vous permettrait de ne plus ressentir de remords. Faisons quelque chose. Il y a une nouvelle qui tourne autour de ça. Des nouvelles qui tournent autour aussi de la question, forcément les dérives eugéniques, donc la génétique, etc. Mais toutes les nouvelles ont une chute relativement bonne, abordent des sujets qui peuvent être politiques, et qui peuvent nous être proches, notamment voilà, sur la condition humaine, hein, sur est-ce que la science peut nous permettre voilà, d'aborder certaines choses. Il y a par exemple la possibilité de créer des fœtus, donc des enfants qui mourront à l'âge de 4 ans. Qu'on appelle des mignons, donc qui sont un peu neuneux, en fait, génétiquement ils ont été modifiés pour être un peu neuneux, et plutôt que d'avoir des peluches, bah, les gamins de riches peuvent avoir donc ces sortes d'animaux domestiques qui sont faits des humains, hein. Voilà, ça remplace le nourrisson, sauf que ça canne à 4 ans, quoi. Particulier comme sujet quand même, hein. Voilà, il y a d'autres sujets qui sont un peu plus proches de la première nouvelle. Je crois qu'il y a 3 nouvelles qui sont un peu dans cet esprit trop délirant pour moi, quoi. Mais sinon, Greg Egan, voilà, pour moi c'est du Black Mirror, ça fait réfléchir, ça fait énormément réfléchir, ça aborde des sujets aussi divers que voilà, la religion, la génétique, la politique, tout ce qui est lobbying aussi, avec un groupe, il y a une histoire où il y a un groupe qui a des placebos et un groupe qui a les vrais médicaments, hein, ça, on n'est plus dans la science-fiction, hein. Donc voilà, en bref, ça, Greg Egan est mon gros coup de cœur là, des 3 auteurs dont je vous ai parlé. Vraiment, voilà, quoi. J'ai répondu la bonne parole en prêtant ce bouquin dans tous les sens. Résultat, d'ailleurs, il n'est pas là. Je pense que je vais casser la gueule à celui qui me l'a emprunté. Donc voilà pour ce qui concerne Greg Egan, il faut le voir. Le lire. Oui, le lire, c'est mieux. Bon, je vous avoue, en fait, j'ai eu un peu de remords après la vidéo de Justin Cronin pour avoir évoqué un avis aussi négatif sur le bouquin, et en montant donc cette vidéo là qui suit sur la quête des Whelan, bah, en fait, je l'abîme aussi un peu, quoi. Donc je me suis dit, pour rétablir un peu les forces, je vais parler de 3 bons bouquins. Donc résultat, en fait, je prends mon temps pour parler de 2 mauvais bouquins dans des vidéos montées de 15 minutes, et dans une vidéo toute pourrie, même pas montée, je parle de mon bouquin. J'ai vraiment pas de race. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, qu'elle vous a donné envie d'ouvrir ces 3 bouquins qui, à tous les coups, vont vous plaire, en tout cas je l'espère, et puis bah si ça vous plaît pas, ou même si ça vous plaît, vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez surtout pas. À plus.